Bien, alors nous allons maintenant vous proposer un benchmark cyber. Voilà, c'est le moment de nous poser la question, quelle est la maturité du marché? Et pour cela, eh bien, vous avez un très bon interlocuteur en la personne de Jérôme Billois de Wavestone. Bonjour Jérôme, bienvenue. Bonjour. Bonjour. C'est bon, ça fonctionne. Très bien. Allez, c'est à vous. Eh bien, merci. Bonjour à tous. Donc, je suis Jérôme Billois, un des associés du cabinet Wavestone. Et aujourd'hui, je vais avoir le plaisir de vous partager les résultats de notre cyber benchmark. Alors, ça devient un peu une habitude des FIC Talk parce que chaque année, on vous partage cette photo finalement du niveau de maturité en cybersécurité des grandes organisations avec lesquelles on a pu travailler dans l'année. Alors, juste avant de vous présenter les chiffres, un peu d'éléments de fond sur comment on les collecte. C'est un benchmark qu'on maintient maintenant depuis plus de 5 ans, qui est basé sur les référentiels internationaux et en particulier le NIST qu'on a adapté à la V2 qui est sorti récemment, hein, le Cyber Security Framework, dans lequel on a une base de données aujourd'hui qui dépasse même les 150 entreprises. Et pour une grande majorité des très grandes entreprises, et les chiffres que je vais vous partager aujourd'hui, on a extrait les entreprises qui font plus de 1 milliard de CA, et ça représente 100 entreprises dans notre base de données. Évidemment, le benchmark donne une vue à 360 degrés des différents sujets cybersécurité. Alors aujourd'hui, on a un quart d'heure, donc je vais faire quelques zooms sur les enseignements majeurs de cette année. Et donc ce benchmark est bien maintenu par des entretiens qu'on fait sur le terrain avec nos clients. On n'est pas sur un sondage fait sur Internet ou ce genre de choses. Alors, premier enseignement, c'est déjà la maturité générale du marché. Aujourd'hui, vous le voyez, on est à 54% de maturité par rapport à ces référentiels internationaux, avec une dynamique qui ralentit un peu dans sa progression. C'est-à-dire que si on regarde sur l'année dernière, on a gagné 1 point, alors que sur les années précédentes, on pouvait gagner un peu plus de points. Donc on ressent une petite inflexion finalement dans la progression de ce niveau de maturité. Alors, je suis désolé, il y a des problématiques d'affichage, c'est certainement dû au copier-coller du slide, mais les chiffres sont bons. Vous avez ici la vision par secteur, avec normalement la note du secteur. Donc vous voyez la banque ici à 62% de maturité. C'est assez classique, on est vraiment sur un des secteurs qui investit le plus. Et la valeur que vous avez en haut, c'est la meilleure note. C'est-à-dire dans ce benchmark, si on prend les résultats des entreprises les plus en avance, on voit justement qu'il y a un acteur financier qui a atteint quasiment les 90% de maturité face à des référentiels comme le NIST CSF. Donc on voit que c'est quand même quelque chose de possible d'y arriver. Alors je ne vous cache pas, ils ont des moyens importants, ils ont des équipes aussi très importantes, mais on voit que c'est possible. D'ailleurs, si on regarde la dynamique entre les différents secteurs, c'est le secteur de la finance qui gagne le plus cette année de points, avec 2,5. Pas qu'ils étaient déjà en retard, hein, ils sont premiers depuis très longtemps, mais on voit vraiment l'effet de la réglementation, et en particulier DORA, qui a, sur les années précédentes, amené à beaucoup d'investissements dans les différents groupes financiers. Après, on trouve tout ce qui est retail, luxe, l'industrie, les services, les énergies et utilities. On n'a pas mis de colonne publique parce qu'on n'a pas assez de points de données pour que ce soit statistiquement intéressant. Mais malheureusement, c'est eux qui ferment la marche quand on voit les différentes notes qu'on peut avoir aujourd'hui. Autre élément intéressant, c'est l'impact de la réglementation. On dit souvent que la réglementation peut aussi être un frein dans certaines stratégies cyber, mais on voit qu'elle est quand même positive. En tout cas, on a 6 points d'écart en termes de maturité entre des entreprises qui sont dans des secteurs régulés, que ce soit la finance avec DORA ou les infrastructures critiques, voilà, par rapport aux secteurs non régulés. Donc voilà, une dynamique qui avance plus doucement qu'avant. Deuxième angle qui est intéressant, souvent celui-là, les comités exécutifs aiment bien quand on leur présente, c'est les budgets. Les budgets, c'est toujours le nerf de la guerre. Donc je vois ici aussi qu'on a toujours un petit problème de mise en page, mais je pense que les chiffres restent lisibles et n'hésitez pas à nous contacter, on pourra vous envoyer le support si vous le souhaitez. On voit donc aujourd'hui qu'on est à 6,4% des budgets informatiques qui sont consacrés à la cybersécurité. Avec, entre les différents quartiles, on oscille entre 3 et 8, sachant qu'on a une légère baisse des budgets par rapport à ce qu'on avait pu voir. On était à 6,6 les années précédentes.
Vous voyez la répartition sectorielle. Évidemment, la finance est toujours devant avec 8%. On a même des acteurs qui aujourd'hui ont des budgets cyber qui peuvent monter de l'ordre de 13, 14, 15% du budget de la DSI parmi les plus importants. Donc voilà pour les budgets. L'autre nerf de la guerre, et qui pour moi est même quasiment plus important que les budgets, c'est les équipes. Parce que les budgets, vous savez, ça peut varier assez vite d'une année sur l'autre. Ça peut aussi, le ratio peut évoluer en fonction des grands programmes qu'il peut y avoir dans les entreprises. L'avantage avec les effectifs, c'est que c'est quand même quelque chose qui est plus stable. Et donc on voit aujourd'hui qu'on est à un employé dédié à la cyber pour 1000 collaborateurs. Je fais juste un zoom sur la notion de collaborateur, c'est le nombre de comptes actifs dans l'Active Directory. Voilà, dans certains secteurs, on sait qu'on a beaucoup de cols bleus qui n'ont pas forcément de compte, pas d'accès. Dans d'autres secteurs, on va avoir d'autres manières de regarder les collaborateurs. En tout cas, nous, c'est le dénominateur qu'on a choisi. Et là, on a une forte progression. On est à plus 7%. Et ça, moi, je l'ai vraiment observé dans l'année. On voit chez les clients vraiment les équipes qui se renforcent, des nouveaux collaborateurs arrivés, de l'internalisation d'un certain nombre de fonctions, soit par exemple les fonctions d'audit, de red teaming, les fonctions de réponse à incidents. Les grands comptes sont aujourd'hui en train de se doter de ces fonctions en interne. Et puis, vous voyez la répartition sectorielle. Voilà, en finance, on est à 1 sur 255. Pour vous dire, même les meilleurs acteurs dans ce secteur financier, et quand même des grosses structures, vont jusqu'à une personne cyber pour 80 employés. Voilà, donc c'est quand même des statistiques qui sont... moi-même, quand je les ai vues, j'ai dit on peut recompter 2 fois là parce que je ne suis pas sûr que le calcul soit juste, mais si. Il y a des acteurs qui sont à ces niveaux-là. Mais voilà, de manière plus générale, on est à 1 sur 1000. Le chiffre qui nous semble bon pour la majeure partie des secteurs d'activité tourne plutôt autour de 1 sur 700. Voilà. Si vous voulez faire le ratio pour vos organisations, souvent on voit quand même que la cyber peut agir quand elle est à ce niveau-là. Après les chiffres, ce qui est intéressant de voir et ce qui intéresse aussi beaucoup les dirigeants, c'est comment est-ce qu'on résiste aux différentes cyberattaques. Alors là, l'animation est complètement foutue, donc je vais vous l'expliquer. Mais malheureusement, le visuel ne va pas servir à grand-chose. Donc vous avez sur ce slide, normalement, chaque point correspond à une entreprise qui est dans notre benchmark. Et on extrait 30 points, 29 exactement, qui sont les points qui sont mis à défaut par les cybercriminels quand ils attaquent pour des ransomware. Donc on fait un zoom finalement sur le niveau de résistance, le niveau de maturité face aux cyberattaques que notre équipe de réponse à incidents a observé. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que globalement, si on regarde pour les grandes entreprises, on est à 56% de maturité sur la résistance au ransomware. Et donc, il y a eu une vraie progression sur ce volet-là. Et d'ailleurs, vous pouvez le voir dans l'actualité, hein, on voit beaucoup moins maintenant de grandes entreprises touchées par ce type d'attaque, ou quand elles le sont, c'est souvent leurs filiales ou petites entités qui peuvent être touchées. Voilà. Il en reste un certain nombre qui sont quand même dans la zone critique. Donc, tous les points rouges là, vous devriez les imaginer plutôt ici. Et si on regarde par contre la situation dans les petites et moyennes entreprises de notre benchmark, là on est à 36% de maturité. Donc on voit vraiment que l'effort va être à faire ici et que des réglementations comme NIS 2 sont quand même les bienvenues pour arriver à faire décoller ce segment et ce secteur d'activité qui aujourd'hui est en difficulté par rapport au risque cyber. Si on continue et qu'on regarde maintenant les vrais sujets de la cyber, on a ici les 18 piliers qu'on suit là, et les thèmes finalement sur lesquels on peut agir. On voit qu'il y a eu des investissements sur l'année passée sur 4 grands domaines. Le domaine de la réaction, donc vraiment comment justement je vais être capable de réagir quand je suis attaqué, la gestion de crise, la manière dont je vais être capable d'appeler des prestataires externes pour m'aider, ce genre de choses. Et ça devient un des sujets qui est parmi les plus matures. Il y a quelques années, il était plutôt dans la zone orange du milieu. Sur la zone orange du milieu, qui sont les sujets sur lesquels on voit aussi beaucoup d'investissements, il y a la détection qui va assez de pair avec la réaction, évidemment. Les SOC se renforcent. Aujourd'hui, les SOC se dopent à l'IA avec des résultats qui sont intéressants. Je reviendrai dessus juste après. Et on voit que la progression de ces 2 piliers, détection et réaction, est finalement assez en lien avec ce que je vous disais avant sur la résistance au ransomware. On voit vraiment l'effet de l'investissement sur le niveau de protection. Et puis dans les sujets plus en souffrance, on va trouver la gestion des tiers, la résilience ou la sécurité des applications, où là souvent on ne sait pas par quelle boule prendre.
la maturité reste faible, on est face à des domaines sur lesquels il y a des milliers et des milliers d'objets à traiter, que ce soit des fournisseurs, que ce soit les applications, que ce soit les process métiers. Voilà, donc les investissements se cherchent encore dans ces domaines-là. Par contre, on a deux sujets qui étaient aussi en maturité un peu faible, mais sur lesquels, ça y est, on a des pistes, on avance. C'est la sécurité du cloud. Je pense que toute l'avancée des outils sur le CNAP, la capacité à créer des landing zones, la capacité à vraiment bien encadrer ces plateformes cloud, ça a eu beaucoup d'investissements cette année dernière. Il y a le sujet de la protection des données, boosté à nouveau par l'intelligence artificielle et tous les projets qui ont amené à se poser la question de ok, ben, mes données elles sont accédées par l'IA, mais quels sont les droits, comment je vais pouvoir surveiller ce qui se passe, etc., a amené également beaucoup d'investissements. Donc on reste quand même dans la zone un peu rouge, hein, on est un peu sur la queue de peloton des sujets cyber, mais ça investit beaucoup et on sait comment investir aujourd'hui sur ces sujets. Alors je vous propose deux zooms après. Le premier des zooms est sur le sujet de l'intelligence artificielle et justement de la manière dont on va sécuriser les cas d'usage d'intelligence artificielle dans les grandes entreprises. Un sujet qui est extrêmement dynamique aujourd'hui chez nos clients. On a certains clients qui ont même plus de 200 use cases aujourd'hui en cours d'évaluation. La moyenne est plutôt autour de 50, 60 dans ce qu'on peut voir. Et finalement, le marché s'est mobilisé aujourd'hui sur ces sujets-là. On a une belle avancée sur l'encadrement finalement de l'arrivée de l'IA. 64. Alors, pardon, j'ai oublié de vous dire quelque chose. C'est un nouveau benchmark complet. Pour l'instant, dedans, on a 20 organisations dedans, par rapport aux 100 que j'évoquais avant, qu'on a collecté cette année. Voilà. Sur les 20 qu'on a pu évaluer, 64% ont une politique de sécurité sur l'IA, 67% ont mis en place un processus dédié sur les go-no-go, finalement, face aux use cases. Est-ce que je prends un risque trop fort? Est-ce que je peux y aller ou pas? Et 60% ont mis en place une équipe dédiée qui va justement faire l'évaluation rapide de ces use cases, parce qu'il y a souvent beaucoup de pression métier pour que ça avance. Donc sur la partie identification des risques, on est quand même pas mal. Après, si on regarde sur la partie vraiment protection, là, on voit un petit retard qui va se combler, mais aujourd'hui, 40% de nos clients ont adapté leur manière d'évaluer les tiers pour intégrer l'IA. Alors que vous savez, aujourd'hui, quand on fait de l'IA dans la plupart des grandes entreprises, on va utiliser le modèle de tel ou tel fournisseur, que ce soit Google, Microsoft, OpenAI. Ou alors, on va avoir des fonctions IA qui vont arriver dans Salesforce, dans SAP, etc. Et donc, on a un besoin finalement de pouvoir bien évaluer l'IA dans ces produits-là. Donc, ça avance, mais ce n'est pas fini. Et là, si on zoome vraiment sur une méthode de protection, quand vous mettez en place un chatbot, on va mettre un système qui va regarder si les échanges textuels finalement ne font pas l'objet d'attaques, les fameuses attaques de prompt injection. Là, on voit qu'on est quand même qu'à 7% de nos clients qui ont mis en place ces mesures-là. Donc il y a encore beaucoup de choses à construire. Et si on reprend les piliers du NIST, désolé à nouveau pour le petit décalage, on voit que sur la partie gouvernance, identification des risques et protection, on a quand même une maturité qui est autour de 40%. Donc en peu de temps finalement, hein, parce qu'on parle d'un sujet qui a vraiment décollé il y a 2 ans. On arrive à un premier niveau de maturité. Par contre, la détection diminue. Très peu de systèmes d'IA sont aujourd'hui raccordés vraiment au SOC avec une surveillance au-delà des couches d'infrastructure basse. Et là, sur le volet réponse, je ne vous en parle même pas, on est à 9%. Aujourd'hui, je ne connais que très peu de structures qui ont commencé à se dire mais comment je vais gérer une investigation sur un système d'IA s'il est attaqué alors que je n'ai pas forcément de transparence, de traçabilité dans ces systèmes et que ça pose beaucoup de questions finalement sur la capacité à comprendre ce qui s'est passé. On n'a pas de pilier recover pour ceux qui pourraient avoir la question. C'est finalement les principes de recovery, pour le coup, sont similaires entre du recovery IA ou du recovery non IA. Il y a peu de mesures spécifiques sur ce pilier-là, alors que sur les autres, on a vraiment besoin de faire des choses nouvelles. Deuxième zoom, pour terminer la présentation, c'est NIS 2. NIS 2, sujet qui défraie effectivement la chronique. Vous savez que le texte va passer à l'Assemblée nationale au milieu du mois de mai en France, donc on devrait avancer assez vite maintenant, après beaucoup de retard. Donc là, ce que vous voyez, c'est une évaluation de la maturité de nos clients par rapport au référentiel français qui est actuellement en brouillon et qui donc actuellement n'est pas voté. Donc ces chiffres-là sont évidemment amenés à évoluer en fonction de la publication des différents textes de loi et décrets. Mais si on prend les grandes organisations,
on est quand même déjà pas mal parce qu'on atteint un niveau de maturité qui est autour de 80% aujourd'hui. C'est-à-dire que la majorité des structures ont déjà beaucoup avancé, pour les grandes en tout cas, sur ce qu'elles devaient faire par rapport à NIS 2. Par contre, si on prend le texte vraiment dans une approche de conformité, aujourd'hui on a 0 clients qui sont 100% conformes à NIS 2. Pourquoi? Parce que le principal problème de cette directive européenne, c'est qu'elle impose un niveau de sécurité homogène et quand même d'assez bon niveau sur l'ensemble des systèmes d'information de l'entreprise. Usuellement, on était plus dans une logique de SI vitaux, de SI essentiels, de SI importants, et on avait une approche différenciée entre les différents systèmes. La directive aujourd'hui dit quasiment tout doit être au même niveau. Donc, ce qui risque de poser des problèmes pour la plupart des grandes entreprises, même si quelques mécanismes d'exception sont prévus. C'est des choses qui ne vont pas forcément être simples, en tout cas, à passer à l'échelle. Et si on regarde NIS 2, les grandes priorités, les sujets sur lesquels il faudra vraiment travailler, si on regarde les domaines où la maturité finalement est la plus faible, la gestion des risques des tiers, la gestion des assets et la gestion de la résilience, parce que le texte à date impose quand même un inventaire très précis et impose de bien suivre tout ce qui se passe sur ces domaines. Et on sait que c'est quelque chose de complexe parce qu'il y a des centaines et des centaines, voire des milliers et des milliers d'items, que ce soit des applications, des fournisseurs, à suivre. Et puis l'autre point, le texte à date aussi est très pointu sur les exigences en termes de gestion de l'administration des systèmes d'information, avec des exigences qui ne sont encore pas complètement déployées partout. Et donc c'est l'autre domaine sur lequel il y aura certainement beaucoup de choses à faire. Voilà pour les grands chiffres de cette année. Pour conclure, une petite annonce. Depuis donc, plus de 5 ans maintenant, on maintient notre cyber benchmark avec 4 niveaux de maturité et on a une note sur ce score de maturité. On voit aujourd'hui qu'on a un certain nombre d'acteurs qui vont au-delà des exigences qui sont dans les référentiels de cybersécurité aujourd'hui et qui sont justement des pionniers. Et on s'est dit, mais ce serait quand même dommage de passer à côté de toute cette innovation. Donc on a décidé de créer un 5e niveau, un niveau qu'on va évaluer de manière un peu différente parce que finalement on ne peut plus utiliser le NIST CSF, on ne peut pas utiliser l'ISO parce que c'est des sujets nouveaux. Vous en avez la plupart ici, la quantification des risques sous l'angle financier, tout ce qui est résistance aux risques post-quantiques, sur le chiffrement, justement l'intelligence artificielle, le just-in-time, la création d'un Security Data Hub, le fait d'être vraiment beaucoup plus en temps réel. Voilà, c'est des choses qu'on ne va pas forcément retrouver dans les standards internationaux. Et donc, on a lancé ce 5e niveau et quand on va faire les évaluations chez nos différents clients, on va garder ce niveau de maturité auquel finalement beaucoup sont habitués aujourd'hui, mais on va y ajouter un indicateur d'innovation pour voir finalement dans leur pratique comment est-ce qu'ils se positionnent aujourd'hui. Voilà ce que je pouvais vous partager. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez mon email ici. Je pourrais également vous transmettre le support si vous le souhaitez. Et n'hésitez pas aussi à nous contacter si vous souhaitez qu'on évalue votre structure face à ce benchmark et que vous puissiez voir où vous en êtes sur les différentes dimensions. Merci à tous.